Bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette première séance de travaux de ce colloque intitulé 1942 d'El Alamein à l'opération Torche, qui est organisé donc dans un contexte d'actualité commémorative, mais dont vous avez déjà dû voir le programme, qui est extrêmement riche et qui a l'avantage de considérer des événements et un moment dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, non pas sous un angle militaire qui est celui de la guerre des sables, comme c'est souvent le cas, mais en l'occurrence à travers l'histoire des populations et en particulier donc de ces populations juives d'Afrique du Nord. Alors, la session donc de ce matin est intitulée « La guerre en Afrique du Nord » et les communautés juives. Nous disposons donc d'un petit peu plus de temps ce matin pour cette première session. Donc les orateurs peuvent disposer jusqu'à 30 minutes, ce qui est un luxe extraordinaire. Donc je leur demanderai en revanche de ne pas abuser de la chance qui leur est offerte et de s'arrêter vraiment à 30 minutes s'ils devaient utiliser tout ce temps pour que nous ayons la possibilité ensuite d'avoir un échange avec la salle tout à l'heure, puisque quand sera éteint le PowerPoint, parce que là, nous avons l'impression les uns et les autres d'être dans une séance de commissariat de police où nous serions interrogés avec ce projecteur qui est dans la figure, et donc on a un peu de mal à distinguer le fond de la salle. Alors, j'ai le plaisir donc d'abord de vous présenter à ma droite Monsieur Jama Beida, qui donc est enseignant-chercheur à l'université Mohamed V Agdal de Rabat, donc, qui est l'ancien secrétaire général de l'association marocaine pour la recherche historique, qui est membre fondateur et coordinateur du groupe d'études et de recherche sur le judaïsme marocain et qui appartient aussi au groupe de recherche islamo-chrétien. Il est par ailleurs membre du comité de rédaction de plusieurs revues historiques, La Recherche historique, Espéris d'Amouda, et il a publié différents ouvrages. Donc, et depuis 2011, il est directeur des archives du Maroc. Donc, Monsieur Beida va nous présenter une communication sur les communautés juives du Maroc, de Tunisie. Pardon, excusez-moi, je me trompe de ligne, absolument. Sur le débarquement, voilà, américain et les répercussions, et ces répercussions multiformes, donc, au Maroc. Merci, Madame la Présidente. Merci également aux organisateurs qui nous donnent cette occasion d'échange et de débat. Je vais donc intervenir sur une question qui n'a pas vraiment été encore travaillée par au moins les historiens marocains, à savoir la question du débarquement américain au Maroc, pour la simple raison que jusqu'à une période assez récente, les archives n'étaient pas encore accessibles. Et maintenant qu'elles le sont, aussi bien aux archives de Nantes qu'ailleurs, aux États-Unis, à National Archives, à Public Record Office à Londres, ou alors à The Holocaust Museum à Washington, D.C. également. Bon, du moins, des archives que je connais personnellement. En guise d'introduction, je dirais que si le débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord a constitué un tournant décisif dans le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, l'opération Torche a également engendré au Maroc des répercussions multiformes qui ont marqué pour longtemps, et encore jusqu'à aujourd'hui, les esprits. Elle a marqué ce pays et a même, je dirais même sans exagérer, a placé ce pays sur bien des plans
dans le camp occidental. En guise d'illustration, tout simplement, les bases américaines au Maroc jusqu'aux années 70, le statut privilégié aujourd'hui du Maroc auprès de l'OTAN, et je passe. C'est donc un matin du 8 novembre 1942 que les troupes américaines ont foulé le sol marocain. Bien entendu, ce n'est pas tout à fait pacifique comme on le voit dans cette image. Le résident général, représentant de Vichy, alors, le général Noguès, fidèle à Vichy depuis 1940, ne fit pas du tout bon accueil aux troupes américaines. Il résista même par la force du feu avant de se résigner à cesser les combats le 11 novembre, après avoir réalisé que cette tentative de résistance était vaine face à la suprématie de la puissance militaire américaine. Cette tentative de résistance de courte durée a été accompagnée d'une discordance politique sur le plan de l'échiquier local. Le sultan, qui était jusqu'alors plutôt attentif aux instructions de la résidence, aux instructions, j'allais dire, du tuteur, sauf pour le cas des Juifs marocains en 1941, quand il a refusé l'application des décrets qu'il a lui-même signés un an auparavant, des décrets anti-juifs de Vichy. Donc, je disais, le sultan, qui était jusqu'alors plutôt attentif aux instructions de la résidence, sauf pour le cas des Juifs marocains en 1941, s'était montré hostile au désir de Noguès de transférer la capitale du pays de Rabat à Fès, pour échapper bien entendu au bombardement américain. Une ironie du sort, c'était Fès, la capitale traditionnelle du Maroc, jusqu'à l'arrivée de l'UOT en 1912. C'est l'UOT qui a transféré la capitale du Maroc de Fès à Rabat pour la rapprocher de l'océan, du littoral, au cas où la colonie européenne serait en danger. Et en 1942, un autre résident général qui demande tout simplement de retrouver l'ancienne capitale du Maroc, Fès, pour échapper cette fois-ci à l'ennemi, entre guillemets, venant de l'Atlantique. Pour le sultan, les Américains devaient être reçus en amis et en alliés. Cette attitude du souverain marocain lui valut une certaine estime des Américains qui se manifesta de plusieurs manières, dont la plus éclatante fut l'entretien entre Ben Youssef, le sultan Ben Youssef, et Franklin Roosevelt en marge de la conférence d'Anfa à Casablanca au mois de janvier 1943. Une entrevue qui n'avait point reçu la bénédiction de la résidence générale. Il faut comprendre qu'en vertu du traité du protectorat de 1912, le sultan du Maroc n'avait pas droit à traiter avec une puissance étrangère directement, étant donné que ce traité a aboli le ministère des Affaires étrangères et que c'est le résident général qui faisait fonction du ministre des Affaires étrangères au Maroc. Donc rien, le sultan ne devait pas traiter directement avec un quelconque étranger sans avoir reçu l'aval de la résidence. Donc c'était là, en 1943, même en marge, même lors d'un dîner,
en marge de cette conférence d'Anfa, une première entorse au traité du protectorat qui devait avoir des suites bien après. Je disais donc la plus éclatante de cette manifestation de sympathie, c'est cette entrevue où il y avait une certaine promesse, et ça a été décrit avec minutie par le fils de Franklin Roosevelt, Elliot Roosevelt, dans son livre « Mon père m'a dit ». Et donc, les ponts entre le palais et les Américains, cependant, avaient déjà été préparés bien avant cette date, avec soin, dès vraiment les premiers jours du débarquement, dès le 8, 9, 10 novembre 1942. Chose qui n'avait point échappé au service de la résidence générale, encore très vichysoise ou vichiste, comme vous voulez, mais très fragilisée par l'attitude d'hostilité face aux Américains. Ainsi, Brunel, le chef des services municipaux, signale-t-il ce qui suit dans une note datée de Rabat, le 28 novembre 1942. Je le cite. « De renseignements absolument sûrs, il ressort que le sultan aurait, depuis l'arrivée des Américains, tenu de nombreux conciliabules avec Si Ahmed Bargash et Si Ahmed Messaoud, mettant systématiquement à l'écart Si Ma'amri. Ma'amri, c'est le secrétaire personnel du sultan, mais acquis à la résidence générale. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, il aurait envoyé des émissaires au Pacha de Casablanca et au Pacha de Port-Lyautey, Kénitra aujourd'hui, auquel il aurait donné ordre de composer avec les Américains sans tenir compte des autorités françaises. » Fin de citation. Ce sont très probablement ces contacts qui ont abouti à la remise, le 23 novembre 1942, d'un message du président américain Franklin Roosevelt au sultan du Maroc, au bon soin du général Case, collaborateur du général George Patton, alors souffrant. La lettre de Roosevelt à Sidi Mohamed Ben Youssef et la rencontre des deux hommes à Casablanca n'ont pas manqué, et c'est ça le plus important, parce qu'il y a un autre processus de décolonisation qui va s'amorcer au Maroc sur la base de ces contacts. France fragilisée face à un oncle Sam bien musclé, bien fort. La lettre de Roosevelt à Sidi Mohamed Ben Youssef et la rencontre des deux hommes à Casablanca n'ont pas manqué de laisser croire au mouvement national marocain que c'était le crépuscule de la présence coloniale française au Maroc. Ce mouvement national marocain, en veilleuse depuis l'automne 1937 à l'occasion de la répression à Meknès et de l'éloignement des principaux leaders du mouvement national comme Mu'alla al-Fassi et Mohamed Ben Hassan al-Wazzani. Ce mouvement, en veilleuse donc depuis l'automne 1937, a, comment dirais-je, a trouvé dans le contexte de la guerre des facteurs qui allaient lui redonner vie. Ainsi, les aspirations nationalistes allaient trouver dans les commentaires suscités par la charte de l'Atlantique de 1941, par le débarquement des Américains en 1942 et par l'entrevue d'Anfa en 1943, des raisons de ressusciter leur plan de revendication de jadis. Mieux encore, le mouvement nationaliste allait dépasser ces revendications. Jusqu'à présent, ces revendications étaient surtout d'ordre réformatrice. En d'autres termes,
entreprendre des réformes, mais au sein, tout en respectant les dispositions du traité du protectorat de 1912. Ici, le tournant décisif, c'est que le mouvement nationaliste allait abandonner les revendications réformistes pour demander l'indépendance. Hein? Et on sentait déjà, comment dirais-je, la marmite bouillonner dès le premier trimestre de 1943, quand on a relevé sur des inscriptions sur les murs de Rabat, vive l'Amérique, à bas la France, le Maroc aux Marocains. Ça, c'est 1943. Ce n'était pas encore la présentation du manifeste de l'indépendance. Mais c'est pour toujours lier cette nouvelle revendication ou ce changement de cap au débarquement et à la présence des Américains. Avant même, encore un autre élément, avant même la présentation du manifeste de l'indépendance, nous voyons, je veux dire, les nationalistes ne sont plus complexés. Hein. Comme le sultan a commencé à entrer en contact directement avec la superpuissance, les nationalistes osent aussi écrire directement au président Franklin Roosevelt. J'ai retrouvé dans les archives de National Archives cette lettre en langue arabe, adressée à Sa'adat Ra'is al-Wilayat al-Muttahida al-Amrikiyya al-Muhtaram, l'honorable président des États-Unis, et puis signé à Fès le 15 juin 1943 et signé par 4 leaders du mouvement national: Ahmed Mekwar, Ahmed Balafrej, futur secrétaire général du parti de l'Istiqlal. Le parti de l'Istiqlal n'était pas encore né, mais il allait naître quelques mois après cela. Et puis Omar Ben Abdel Jalil et puis Mohamed El Yazidi. Je cite juste une petite quotation, comme on dit, de ce document en arabe. Traduction: le peuple marocain, Monsieur le Président, etc., le peuple marocain, dont nous sommes les représentants qualifiés pour avoir subi depuis 20 ans toutes sortes de persécutions dans la défense de ses intérêts, n'a d'espoir qu'en Dieu et en vous. Ce serait sacrilège pour certains aujourd'hui de mettre le président au même pied que Dieu, mais enfin, qu'en Dieu et en vous pour l'aider à sortir de l'état de servitude où il vit depuis plus de 30 ans. Cet espoir s'est affermi du fait que votre visite au Maroc, donc janvier, nous sommes ici en juin 1943, que votre visite au Maroc et du contact personnel que vous avez eu avec notre souverain bien-aimé. Fin de citation. Le terrain leur étant de plus en plus propice, les nationalistes de l'Istiqlal, donc c'est le Hizb al-Watani, c'est le parti national qui allait devenir en 1944 le parti de l'Istiqlal, les nationalistes du parti de l'Istiqlal n'hésitèrent donc pas, le 11 janvier, jour férié aujourd'hui au Maroc, le 11 janvier 1944, à présenter leur fameux manifeste de l'indépendance aux autorités françaises, au sultan, aux représentants de l'Ankassam, aux représentants américains, aux représentants de Grande-Bretagne et aux représentants de l'Union soviétique à Alger. C'est une question en fait d'internationaliser aussi la revendication du mouvement national. Toujours dans le cadre de ce sursaut indépendantiste lié au débarquement, mentionnons encore un fait, même si son impact sur la suite des événements est assez limité. Il s'agit de la création par un nationaliste nommé Abdellatif Sbehi d'un club, sous l'appellation du Club Roosevelt. Club Roosevelt avec pour vocation le rapprochement entre Marocains et Américains. Comme les répercussions du débarquement n'ont pas été uniquement d'ordre
d'ordre de fumée, de guerre et de massacres, comme on voit ici dans le port de Casablanca, on doit mentionner, même brièvement, quelques aspects socio-économiques tels qu'ils ont été rapportés par les archives, surtout françaises et américaines, ou alors fixés sur la pellicule par des photographes. Ces aspects socio-économiques ont d'ailleurs constitué, je crois, l'arrière-plan qui a favorisé les évolutions politiques mentionnées plus haut. Les populations autochtones du Maroc ont beaucoup souffert économiquement dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Chose normale. Pénurie et rationnement des produits de première nécessité sont venus aggraver les conditions de précarité dues à la sécheresse. Ainsi, le débarquement a été perçu par une large frange de la population comme une providence. Un mois après le débarquement, les notes de renseignement de la résidence signalent déjà, un seul mois, que 2000 journaliers marocains travaillent au port de Casablanca pour le déchargement des marchandises. Enfin, on allait avoir le sucre, le thé, le tissu, le pétrole, le gasoil, le combustible. Faisant fi, et les Américains se comportaient, d'après toutes les notes, se comportaient presque en terre conquise, faisant fi ou presque de la présence française. Les agents américains entreprennent des investigations économiques à travers le pays, en ville et en campagne, auprès des populations et des dignitaires, entrent en contact avec un Glaoui, par exemple, le pacha de Marrakech. Général Clark vend une petite partie de pas de tennis, de gazon, de golf, après une partie de golf, on lui offre une Jeep. Ça veut dire, en fait, ce qui m'intéresse là, c'est pas la Jeep ni la partie, mais c'est que les gens qui n'osaient pas jadis entrer en contact avec les Américains vont à eux, leur montrent leur puissance et se mettent directement avec eux, avec les nationalistes, avec des gens comme le Glaoui qui n'ont rien de nationaliste, et avec l'autorité suprême, ou du moins l'autorité spirituelle du pays, à savoir le sultan. Ce contact est avec les couches les plus basses de la population, et avec ce contact direct avec les populations autochtones, musulmanes et juives. Par exemple, à Marrakech, on rapporte que les Américains vont célébrer des sermons dans les synagogues de Marrakech, et encore une fois, sans l'approbation des autorités françaises. Chose impensable quelques mois auparavant. Donc ce contact direct avec les populations autochtones, musulmanes et juives, n'a pas manqué d'alimenter les rapports de la résidence et la propagande allemande à destination de l'Afrique du Nord. Dans ces rapports de la direction des affaires politiques, relevons un point qui revient souvent et qui dénote que l'antisémitisme de jadis était toujours vivace à la résidence. Cette même résidence qui avait fait promulguer des décrets anti-juifs au Maroc. Face à l'accueil favorable réservé par les Juifs aux Américains, par exemple, les rapports de la résidence mettaient l'accent sur ce que leurs auteurs, et là on voit vraiment les tenants de l'antisémitisme, leurs auteurs considéraient comme l'arrogance des Juifs, arrogance contre les autorités françaises et contre la population musulmane. Le même son de cloche est d'ailleurs relayé à sa façon par la propagande allemande qui met l'accent sur le non-respect des envahisseurs américains des préceptes et des traditions musulmanes, leur collusion avec les Juifs contre les musulmans et bien d'autres allégations sur la base de faits réels,
des petits incidents ou imaginaires. Ainsi, par exemple, parce qu'on pourrait écrire tout un livre sur cette question de la propagande allemande, ainsi, par exemple, la propagande allemande a tenté d'expliquer à ses auditeurs musulmans que l'étoile jaune sur les véhicules américains qui sillonnaient le Maroc était la preuve de la collusion des Américains avec les Israélites contre les musulmans. Il ne faut pas chercher raison dans la propagande. En outre, Radio Berlin, j'ai ici une citation, dans son émission en dialectal arabe marocain, le 8 décembre 1942, un mois après le débarquement, disait en substance, je cite, « Depuis leur débarquement, les Américains ne cessent de fouler aux pieds les préceptes de la religion musulmane. À Safi et à Casablanca, ils entrent avec leurs chaussures dans les mosquées et lieux saints et répondent par les pires sévices aux musulmans qui les désapprouvent. Ils traitent les musulmans de l'Afrique du Nord comme des esclaves d'Amérique. À Casablanca, 2 soldats américains ont abordé une femme, ça fait l'événement quoi, ont abordé une femme musulmane dont l'ont dévoilée de force et l'ont photographiée. 2 musulmans qui voulaient s'interposer ont été abattus à coups de revolver. Je n'en sais rien si c'était véridique. Musulmans de l'Afrique du Nord, toujours à l'appel de Radio Berlin. Musulmans de l'Afrique du Nord, vous ne subirez plus longtemps le joug de l'Amérique juive et de ses agents, les traîtres d'Arlan et Noguès, traîtres envers la France, le maréchal et le sultan. L'exagération et l'amplification sont le propre de la propagande, je ne vous apprends rien. Il n'entre pas d'ailleurs dans le présent propos d'en faire une analyse détaillée. Tout le monde a eu recours à un moment donné, tout le monde sur la scène marocaine, à un moment donné, à la propagande, sur les ondes ou par d'autres supports, à cette arme redoutable qu'est la propagande. Les pays de l'Axe ont eu recours à la propagande. Les différentes autorités françaises, quand je dis différentes autorités françaises, je pense aux pétainistes et aux gaullistes, et même aux partisans de Giraud à un certain moment. Et bien entendu, les Américains, ce sont les maîtres de la propagande. C'est par quelques aspects de la propagande américaine au Maroc que j'aimerais conclure cet exposé. Son fer de lance, c'est d'abord montrer la puissance américaine. La puissance, ça c'est les produits donc alimentaires, mais vous avez aussi, je reviendrai à ces photos, voilà, la puissance, on vous donne à manger, la nourriture, voilà, on nourrit les enfants, voilà, un enfant content parce qu'il boit du lait, voilà, vente de pétrole américain, voilà, distribution de tissus, je reviendrai à ça tout à l'heure. Mais il y avait aussi toute une propagande tissée autour d'un symbole. Le symbole, c'était le sultan. Et comme les Américains étaient entrés en direct avec le sultan, donc on essayait d'utiliser l'image du sultan partout, y compris dans toutes ces photos ont été reproduites. Et merci Damien Damien, conservateur aux archives de Nantes, qui m'a communiqué quelques clichés très très révélateurs de ce que je voulais dire dans mon papier. Donc l'image du sultan était montée en épingle, des cartes postales, toutes ces images-là, et vous voyez toujours la présence du sultan, la présence des Américains et un engin militaire américain, une puissance américaine. Tout cela était donc reproduit sous forme de cartes postales et distribué dans la ville.
Alors, une grande propagande autour de la personnalité du sultan et autour de cette amitié pluriséculaire entre le Maroc et les États-Unis. Et par le biais de cette propagande, cette amitié est célébrée en faisant un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'usage de l'histoire. Tout simplement, on remonte à la période du XVIIIe siècle, lorsque le Maroc a été un des premiers pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis, par l'envoi d'un message du sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah au président George Washington. Et comme l'usage de l'histoire est vieux et récent à la fois, cette référence historique devient un leitmotiv qu'on retrouve dans plusieurs publications américaines et qui revient sans cesse jusqu'à aujourd'hui dans les discours diplomatiques, dans les célébrations, dans les médias, dès qu'il s'agit de vanter l'excellence des relations maroco-américaines, des relations dans lesquelles l'opération Torche occupe une place privilégiée, en tout cas fondatrice d'un processus historique. Et pour finir, hier dans l'avion, j'avais entre les mains ce dernier numéro de Tel Quel, tout à fait par hasard, je n'ai pas cherché du tout à l'apporter pour la circonstance, un numéro de Tel Quel, revue de Casablanca, un hebdomadaire édité à Casablanca. Et puis, bon, le numéro est consacré à la vérité sur l'amitié qui lie le Maroc aux États-Unis. Vous voyez là Barack Obama et le roi Mohamed VI. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait sourire. C'est qu'il y a dans le même numéro une interview avec l'actuel ambassadeur américain au Maroc, Samuel Kaplan. Et puis le présentateur, celui qui l'intervieweur, n'a pas omis cette référence à laquelle j'ai fait allusion dans mon papier en écrivant dans le chapeau « L'homme est sûr de lui », il parle de l'américain, souriant, vêtu d'un costume classique et arborant un pin sur lequel on voit se joindre les deux drapeaux marocains et américains. Le lieu, lui, c'est la maison de l'ambassadeur arabe, est joliment décoré, mêlant artisanat marocain et pièces américaines, au milieu des photos de famille, un cadre rappelant la primeur de la reconnaissance des États-Unis par le Maroc en 1789. Merci.